Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Organisation des élections, quelle analyse du processus? Plus de 5 élections sont prévues au Mali d'ici le premier trimestre de 2022. À ce stade, qu'est-ce qui est fait par rapport à l'organisation? Qu'est-ce qui reste à faire? Y aura-t-il un organe unique pour l'organisation des prochaines élections au Mali? Pourquoi les dates exactes ne sont-elles pas encore connues? Le plan d'action du gouvernement de transition a-t-il suffisamment pris en compte l'organisation des futures échéances électorales? Le grand dialogue de Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités Mahamadou Djankan, membre du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, et Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Imrana Kiloumaïga, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Dr Ibrahim Sango, qu'est-ce qui est fait à ce stade par rapport à l'organisation des prochaines élections? Merci beaucoup. À notre connaissance, rien n'est encore fait. Parce que si on doit aller aux élections, on se réfère d'abord à la charte de la transition qui a défini la durée de la transition à 18 mois. Et avant qu'on aille aux élections, il faut procéder à des réformes politiques et institutionnelles électorales qui doivent conduire à des élections transparentes, inclusives et apaisées de fin de transition. Mais à notre connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de jalons vraiment posés pour qu'on puisse dire qu'il y a d'abord un chronogramme électoral. Personne ne connaît le chronogramme électoral détaillé, définitif que le gouvernement a pris. Et aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les différentes élections. Pour le moment, à notre connaissance, il n'y a vraiment pas d'évolution sur ce terrain. Pourquoi, selon vous, ce retard? Il y a un retard que nous ne nous expliquons pas, parce que le gouvernement de transition a été installé depuis le mois on peut dire que la transition a démarré à partir du 25 septembre 2020. Du 25 septembre 2020 aujourd'hui, il y a eu beaucoup de retard dans la mise en place des organes de la transition. Le gouvernement a été mis en place un peu en retard, à notre avis, et aussi le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif qui devrait boucler les différents organes de la transition, a été mis en place. Finalement, c'est en fin d'année 2020. Maintenant, tout le mois de janvier a passé. Il y a eu d'abord des rencontres entre le ministère de l'administration territoriale et la classe politique. Ça, c'est les 25, 26 et 27 janvier 2021 pour dire, pour les élections, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, le ministère de l'administration territoriale a organisé ses assises avec la classe politique et l'ensemble des organisations de la société civile qui ont tous dit qu'il faut d'abord créer un organe unique de gestion du processus électoral. Un organe unique qui va s'atteler à la relecture de tous les textes qui sont là, qui posent problème. Mais on a vu par la suite, quand la semaine dernière, le Premier ministre a présenté son plan d'action, la feuille de route devant le Conseil national de transition, et on ne parle pas véritablement du cheminement qui doit nous permettre d'aller à des élections. On parle de réformes constitutionnelles, on parle d'élections, mais il n'y a pas de chronogramme connu. Et si on doit aller à des réformes constitutionnelles de fond, c'est-à-dire si on doit aller à une nouvelle Nous allons parler des réformes. Okay. Monsieur Mahamadou Djankan, à votre niveau, au niveau de RPM, est-ce que vous savez déjà s'il y a quelque chose qui est fait à ce stade pour les organisations, pour l'organisation des prochaines élections? Bonsoir, M. Maïga. Je me dois quand même de rectifier d'abord. Je suis pas du RPM, hein. J'étais plutôt du Front pour la sauvegarde de la démocratie et de l'accord politique. Donc, je suis pas du RPM. Oui, par rapport au processus électoral, il y avait eu un avant-projet de chronogramme qui avait circulé au niveau du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale parti politique, un premier chronogramme qui avait été balancé. Il y avait eu aussi la création, sinon la transformation du comité de pilotage des élections qui loge au niveau du ministère de l'administration territoriale en cellule d'appui au processus électoral CAP. Qui devait se substituer, pas se substituer, mais qui devait appuyer le ministère de l'administration territoriale, qui est la cheville ouvrière de notre architecture électorale dans l'organisation des élections. Si vous voyez, si vous voulez déterminer l'intention du gouvernement, c'est que on est en train de préparer des élections générales avec des réformes à minima. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'effectivement, au regard des délais,
nous ne pouvons pas faire les réformes en profondeur telles que demandées par la classe politique. Nous allons devoir nous contenter, si nous voulons respecter le délai imparti à la transition, des réformes à minimum pour aller aux élections, notamment la question de l'organe unique. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que il y avait eu un travail scientifique sur cette question en 2010, notamment par le comité d'appui aux réformes institutionnelles du professeur Daba Diawara. À l'époque, l'avant-projet de loi portant institution de l'organe unique indépendant d'organisation des élections avait été élaboré et était même allé 2 fois en Conseil des ministres. À l'époque, les experts avaient tablé... Oui, nous allons parler des réformes tout à l'heure. Le référendum est prévu, selon les autorités, au moins au 2e trimestre de l'année en cours. C'est-on pour la tenue des élections générales? J'ai mal compris votre question. Les autorités ont annoncé le référendum pour le 2e trimestre de l'année en cours. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, c'est pourquoi je disais qu'il y avait un premier chronogramme qui avait circulé, qui avait prévu le référendum constitutionnel pour le mois de juin, si je ne m'abuse, en tout cas le 2e trimestre de 2021. Et les élections générales devaient suivre à partir du dernier trimestre de 2021 pour glisser sur le dernier trimestre 2021 pour finaliser au premier trimestre 2022. Je crois que c'est ce calendrier initial qui avait été unilatéralement élaboré par le ministère de l'administration territoriale et qui devait faire l'objet de discussions avec la classe politique et la société civile lors des concertations qui devaient se tenir. Et je crois que la classe politique et la société civile sont arrivées avec des exigences qui mettaient en cause déjà ce calendrier préétabli, notamment la mise en place de l'organe unique et des réformes majeures. Donc je crois qu'il y a un travail de dialogue, de concertation à faire tous ensemble pour pouvoir déterminer la question qui se pose. Peut-on faire toutes les réformes qu'on va juger nécessaires pour aller vers les élections pendant un an, ou faut-il faire les réformes à minima et aller aux élections et sortir de la transition? Et moi, je crois que l'équation est à ce niveau. C'est tous ensemble qu'on pourra déterminer un scénario. Sinon, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que si nous devons faire toutes ces réformes-là, nous risquons malheureusement d'aller au-delà des 18 mois, en partie à la transition. Les dates des élections qui ne sont toujours pas connues vous inquiètent? Cela inquiète énormément. Mais quand on se réfère même à la volonté du gouvernement, on voit que c'est différent de la volonté de la classe politique. Pourquoi? Parce que depuis le 5 octobre, où on a défini des attributions des membres du gouvernement, dans les attributions, il est dit que le ministère de l'administration territoriale va organiser les élections générales et les référendums. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a parlé de la CAP, la cellule d'appui au processus électoral de la transition. La CAP, c'était un organe qui existait déjà au sein du ministère de l'administration territoriale, mais qui a été doté de pouvoirs extraordinaires. C'est les pouvoirs de la CAP aujourd'hui prennent en compte les pouvoirs de la CENI, même les pouvoirs de la DG. Donc cela a posé un problème. Et c'est pourquoi, quand en janvier, le 25, 26 et 27 janvier, le ministère a organisé les journées avec la classe politique et les organisations de la société civile pour relire certains textes. La loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique des députés. Les gens ont dit, mais il y a un préalable. Le préalable pour nous, en tant que classe politique et société civile, c'est d'abord de créer un organe unique de gestion des élections. Parce que si on se met dans cette lancée que c'est le ministère de l'administration territoriale qui va organiser les prochaines élections de fin de transition, et la CENI qui doit être là pour suivre et superviser, la DG qui doit s'occuper du fichier électoral et la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs, ça pose problème. Ça pose problème parce que si on se réfère à 2020, les élections législatives de 2020, cette multiplicité des organes a posé problème. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle, tous les députés qui sont pleins de la Cour constitutionnelle... a été dissoute. J'en viens. La Cour constitutionnelle, en 2020, a posé problème parce que, et ce n'est pas 2020 seulement, bien avant, la Cour constitutionnelle pose toujours problème parce que c'est le dernier arbitre qui proclame le résultat définitif. Et 29 députés se sont plaints du fait que la Cour constitutionnelle a mélangé leurs résultats. Maintenant, 39 députés se sont plaints du fait que c'est l'administration territoriale qui a mélangé leurs résultats. Ça veut dire qu'il y a près de la moitié des députés qui doivent être à l'hémicycle, les 147 députés, près de la moitié des 147
députés qui sont pleins des organes de gestion actuels. Donc, et si on se réfère au dialogue national inclusif qui a dit qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections avant toutes les prochaines élections. Donc ça veut dire que le préalable pour le gouvernement, c'est d'abord de mettre en place l'organe unique de gestion des élections et ensuite de revoir tous les textes qui doivent être revus. Donc vous estimez qu'à moins de 14 mois de la fin de la transition, il y a un manque de volonté des autorités pour établir un pré-calendrier? Et il y a un manque de volonté parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut faire des réformes constitutionnelles, veut aller à une 4e république. C'est ça la déclaration du Premier ministre. Aujourd'hui, le gouvernement veut que le ministère de l'administration territoriale organise les élections, alors que ce n'est pas ça. Les acteurs politiques, qui sont eux qui doivent aller aux urnes, c'est eux qui doivent conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir. Les acteurs politiques ont dit que eux, pour aller aux compétitions électorales, il faut un organe unique de gestion des élections. C'est le préalable. Maintenant, dire qu'on n'a pas le temps, cela, à notre avis, n'est pas un bon débat parce qu'on a le temps. Il reste 13 mois pour la transition. En 10 mois, ça veut dire que toute cette année 2021, on doit pouvoir mettre en place l'organe unique, faire toutes les réformes qu'on pense nécessaires. Parce que les réformes, c'est un problème de consensus. Quand les différentes parties sont d'accord pour faire des réformes majeures ou à minima, on peut toujours le faire. Mais cette année 2021, on doit consacrer cela aux réformes. Et maintenant, le premier trimestre 2022, qui coïncide avec les 3 mois qui restent pour la transition, on va organiser le référendum, les élections présidentielles et législatives, et le nouveau pouvoir qui sera élu, qui sera là en place, légitime, va conduire le reste des processus. Donc pour nous, le gouvernement de transition doit s'atteler et se concentrer sur les missions essentielles. Les missions essentielles, c'est quoi? Aujourd'hui, faire en sorte que tous les textes qui posent problème dans la conduite des élections soient revus, relus, et toute cette année, qu'il y ait un consensus entre les partis politiques et le gouvernement, les organisations de la société civile, pour qu'on aille faire un consensus minimum pour qu'on aille à l'essentiel. Parce qu'on n'est pas en train d'aller à l'essentiel pour le moment, à notre avis. Mamadou Dianka, est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle il y a un manque de volonté des autorités pour établir un pré-calendrier? Je ne sais pas s'il faut analyser sous cet angle, par manque de volonté. Moi, je pense plutôt que le gouvernement est en train, par réalisme aujourd'hui, de vouloir aller aux élections générales avec les moyens du bord. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, quand on prend l'architecture électorale aujourd'hui, comme le disait tout de suite le frère M. Sango, moi j'ai du respect pour son expertise électorale. Depuis 1997, je sais qu'il est dans l'observation des élections dans ces pays et un peu partout en Afrique. Mais aujourd'hui, quand on prend les 3 structures qui gèrent les élections, ou même les 4 structures, parce qu'il faut ajouter la Cour constitutionnelle, la DGE, la CENI, et le ministère de l'administration territoriale. Les gens parlent beaucoup de la Cour constitutionnelle, oui, parce qu'elle a des pouvoirs exorbitants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réduire les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Au lieu de lui accorder le pouvoir de réformer les résultats, c'est de lui permettre juste de constater une illégalité, d'annuler et d'ordonner la reprise des élections dans les bureaux de vote incriminés. Quand vous prenez le ministère de l'administration territoriale, personne n'en parle. Pourquoi vous voulez ça? Non, parce que c'est des réformes à minima qui peuvent nous permettre de garantir la transparence des élections sans forcément avoir tout de suite l'organe unique. Je l'ai dit, matériellement, il est impossible de faire l'organe unique en 10 mois. Le grand frère Sango est en train de le dire. Il sait, parce que je sais qu'il a été impliqué dans le processus du comité d'appui aux réformes institutionnelles que le professeur Daba Diawara a présidé. Je sais que, partant de son expérience, il sait que matériellement, il est impossible de faire cet organe unique-là en 10 mois, plus les autres réformes. Vous imaginez, il faut l'adoption des textes, il faut toucher à la loi électorale, à la charte des partis, à la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle, à la loi qui régit le comité légal d'accès aux médias d'État, à la loi organique qui régit la Cour suprême. Il y a tout un tas de textes de loi qu'il faut relire. Ensuite, il faut passer à la composition, à la formation des structures de l'organe unique. Il faut former... Mais pour dégager un calendrier électoral consensuel, les acteurs devraient se réunir. Est-ce que cela est fait? Non, les acteurs se sont réunis, mais comme je vous ai dit, entre les exigences de la classe politique et de la société civile, qui est la mise en place d'un organe unique indépendant,
et le principe de réalisme du gouvernement, qui est aujourd'hui de partir aux élections avec les structures actuelles, il y a déjà un malentendu. Pour dégager un chronogramme, il faut se mettre d'accord sur le principe de base qui est qui va organiser les élections. Je pense qu'il y a une divergence fondamentale à ce niveau et je crois que dans la déclaration du plan d'action gouvernemental du Premier ministre la semaine dernière ou en début de semaine devant le CNT, il a dit qu'il va ouvrir des concertations avec la classe politique dans l'optique de poser ce problème sur la table pour que le gouvernement et la classe politique soient en phase. Au moins qu'on soit d'accord sur quelle attitude adopter, quel schéma adopter pour l'organisation des futures élections. Maintenant, pour revenir aux structures qui organisent les élections, M. Sango va être d'accord avec moi. Tout le monde en parle, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'il n'y a pas d'élection dans les régions nord du Mali. Il y a une mécanique de vote à 100% en faveur toujours du parti au pouvoir qui est là. Et là, ce n'est ni la Cour constitutionnelle, ni la CENI qui est en cause, ni l'organe, mais c'est le réservoir de voix qu'on a qui fait qu'aujourd'hui, un candidat aux élections présidentielles soutenu par le pouvoir part quasiment avec une avance de 600 000 voix. Quelque chose qui n'est pas rattrapable par les autres candidats. Donc, je pense qu'il y a des imperfections et au niveau du fichier, au niveau de la formation des délégués et au niveau de la réduction des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau qu'il faut revoir les réformes au lieu de se lancer aujourd'hui dans une hypothétique mise en place d'un organe unique, peut-être qui va nous conduire tout droit vers la prolongation de la transition. Si les élections devaient avoir lieu, combien d'élections pourrions-nous organiser ? Prioritairement le référendum constitutionnel, parce que, vous savez, la réforme constitutionnelle conditionne certainement d'autres réformes dont nous avons aujourd'hui besoin. Ensuite, il y a l'élection présidentielle et l'élection législative. Pour moi, c'est les 3 élections prioritaires qu'il faudrait organiser à coûte que coûte avant la fin de cette transition. Le mandat des maires devait prendre fin cette année 2021. Est-il possible d'organiser ces élections de proximité ? Si oui, pourquoi ? Pour nous, le maire des mandats, ce n'est pas l'urgence. Parce que quand on prend le code des collectivités qui date de 2017, le code des collectivités dit clairement que le mandat des conseils communaux est de 5 ans. Mais on peut ajouter une année là-dessus. Ça veut dire que si le mandat devrait finir en novembre 2021, on peut prolonger de 6 mois à plus de 6 mois, 6 mois 2 fois, et le mandat allait finir en novembre 2022. Donc cela veut dire que pour le gouvernement de transition, le renouvellement du mandat des maires, les conseils communaux qu'on appelle généralement les maires, n'est pas une priorité. Mais je voudrais revenir quand même à l'organe unique de gestion des élections. Les gens se font peur. Je voudrais dire que le Mali a l'habitude de l'organe unique de gestion des élections. Quand on prend la CENI de 1997, elle a été créée en janvier pour organiser des élections en avril, 3 mois seulement après sa création. Donc cela pose problème. Pourquoi cet organe fait peur ? Non, les Maliens doivent se dire que l'organe unique existe. A déjà existé au Mali. La CENI de 1997, c'était un organe unique. Mais bien avant ça, de 1992 jusqu'à 1996, il y avait un organe unique de gestion des élections en République du Mali. C'était uniquement le ministère de l'administration territoriale. En 1997, la CENI a été créée en tant qu'organe unique, sans le ministère, sans la DG, sans etc., etc. Donc la CENI de 1997 a organisé une présidentielle après les élections législatives du 13 avril 1997 qui ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Concrètement, à quoi il doit se ressembler ? Mais un organe unique, c'est indépendant. On dit organe unique et indépendant, ça veut dire qu'il est indépendant du pouvoir public. Parce qu'aujourd'hui, la méfiance à l'égard de l'administration territoriale, c'est que l'administration territoriale, les cadres de l'administration, qui sont les premiers responsables, tous les cadres, sont nommés par un pouvoir. Et ce pouvoir organise des élections. Donc si le pouvoir organise des élections, c'est pour donner le pouvoir à qui ils veulent. C'est comme si... Donc cet organe sera pile aussi. C'est comme si le gouvernement va nommer le futur président, les futurs députés. C'est ça la crainte du fait de confier les élections à l'administration territoriale. Maintenant, si on met en place un organe unique, à l'image du bureau du vérificateur général au Mali, qui n'est rattaché à personne, qui ne dépend de personne, il y a l'exemple au Ghana. Il y a les commissaires de l'organe unique qui sont nommés à vie. Donc ils sont bien assis, bien lotis. Et ils ne doivent à personne.
Donc là, ils font le travail consciencieusement, suivant les lois et les règlements du pays. Mais tant que l'organe est affilié à quelqu'un, quand votre nomination dépend de X ou Y, vous allez tout faire pour que X ou Y soit satisfait du fait qu'il vous a passé. Donc vous voulez dire que cet organe n'aura pas les mains libres? L'organe unique doit avoir les mains libres pour travailler. C'est ça la volonté de la classe politique du gouvernement. Mais pour le cas du Mali? Pour le cas du Mali, il y a 3 organes, sinon même 4. Il y a le ministère, il y a la CENI, il y a la délégation générale aux élections, et puis il y a la Cour constitutionnelle. On parle d'un seul organe maintenant. Maintenant, on veut un seul organe. L'organe n'est pas créé, parce que le gouvernement n'est pas dans la phase des partis politiques et de la société civile pour créer l'organe unique. Le gouvernement veut continuer à piloter les élections. C'est ce qui pose problème. Et on assiste aujourd'hui à un blocage. Le blocage, c'est quoi? Au lieu de créer l'organe unique, le gouvernement dit on va faire une nouvelle constitution. Pour nous, faire une nouvelle constitution est plus difficile que de créer l'organe unique. Parce que pour faire une nouvelle constitution, il y a des étapes. Le Conseil national de transition qui est là n'est pas un organe qui peut approuver la fabrication d'une nouvelle constitution. Il faut une constituante. Il faut la mise en place d'une constituante qui est formée de représentants nationaux, des représentants de toutes les régions, de tous les cercles, de toutes les communes. Ça prend du temps, énormément de temps. Mais par contre, on peut changer certaines parties de dispositions de la constitution du 25 février pour qu'on aille à des élections crédibles. Et un changement, par exemple, c'est que si dans la Constitution, on dit l'élection présidentielle, le deuxième tour de l'élection présidentielle a lieu 2 semaines après le premier tour. Or, on a tous vu ici au Mali, avec les élections, que le deuxième tour, et souvent les 2 finalistes n'ont que 24 heures pour battre campagne. Ça, c'est une insuffisance qu'on peut revoir. Le mode de scrutin des députés. Aujourd'hui, les députés sont élus au scrutin majoritaire. Ça, c'est de la Constitution. Donc, si on veut changer, aller au scrutin proportionnel ou au scrutin à liste à représentation nationale, il faut agir dans la Constitution. Ça, c'est des modifications constitutionnelles qu'il faut. Alors, vous parlez des réformes. Ces réformes-là, où en est-on avec les réformes déjà entamées? Mais rien n'est fait parce que les réformes ont toujours été tentées en République du Mali, mais ça n'a pas abouti parce qu'il y a la méfiance. Si on prend le rapport d'Aba Diawara, depuis 2008, le rapport d'Aba Diawara a parti de la création du Sénat et puis du changement du mode de scrutin des députés, et de beaucoup de choses. Et en 2011, ça a été traduit dans un texte. Toutes les réformes constitutionnelles ont été traduites dans un texte et il suffisait d'aller aux réformes, ça n'a pas eu lieu parce qu'en 2012, il y a eu le coup d'État contre ATT. Maintenant, en 2017, les réformes constitutionnelles ont été revues. Les membres de la commission d'Aba Diawara, c'est les mêmes qui ont travaillé sur les réformes constitutionnelles de 2017 et on voulait soumettre à référendum, il y a le mouvement anti-Abana. Maintenant, ça veut dire que pour changer la constitution, c'est des problèmes. Et il faut s'y prendre tôt. C'est pourquoi on a dit, il reste 10 mois, il faut que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut changer? Ça, c'est tout le dialogue. C'est le dialogue qui doit le faire. On ne dit pas on va faire, mais il y a 13 mois qui restent. Les 10 mois, on peut les consacrer aux réformes constitutionnelles, aux réformes électorales, à toutes les réformes qu'on veut, mais dans un esprit de consensus avec les acteurs. Parce que ce qu'il faut rappeler, quand on se réfère à la charte de la transition, ni le président de la transition, ni le vice-président, ni les membres du gouvernement ne sont candidats ni aux élections présidentielles prochaines, ni aux élections législatives prochaines. Donc, eux, ils ne sont pas candidats, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ceux qui sont intéressés, qui sont les acteurs politiques, disent on veut qu'on aille avec ce chemin. Donc, c'est ce qu'il faut suivre. À notre avis, le gouvernement doit suivre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui ont une expertise, qui ont une expérience. C'est eux qui vont... les acteurs politiques, c'est eux qui cherchent le pouvoir et qui cherchent à exercer le pouvoir. Et tout le monde, dans la démocratie, c'est eux qui sont les mieux habilités à dire par quel chemin il faut passer. Donc, s'ils se rendent compte, qu'ils disent au gouvernement, nous voulons tel chemin, le gouvernement doit suivre et non imposer son propre chemin. Mahamadou Djakan, est-ce que au regard du contexte actuel, le contexte actuel permet-il d'aller à ces réformes électorales? Oui, les réformes électorales sont indispensables, mais elles se mènent effectivement dans un cadre de consensus, dans un cadre de concertation préalable avec tous les acteurs. Mais au niveau des partis politiques, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Non, les partis politiques ont produit suffisamment de réflexion ces 2 dernières années parce que vous voyez, nous sortons de 2 crises post-électorales successives. En 2018, nous avons déjà eu une crise post-électorale. En 2020, bis repetita. Donc, la classe politique, dans son ensemble d'ailleurs, ex-majorité, ex-opposition confondue, ont toutes produit des documents
allant dans le sens des réformes à opérer. Et vous voyez, le dialogue national inclusif de décembre 2019 a été un tremplin pour cela. C'est-à-dire il y a des recommandations, des résolutions qui ont proposé des réformes. Mais ces réformes étaient censées se tenir progressivement d'ici 2023, soit la fin du mandat du président déchu. Donc, on se donnait suffisamment de temps pour opérer toutes ces réformes-là, parce que initialement, vous n'êtes pas sans savoir que les élections générales devraient se tenir en 2023. Mais du coup, on est revenu 1 an et demi, comment dirais-je, en avance sur ces élections, sur le calendrier électoral. Voilà la donne qui complique aujourd'hui les réformes. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la classe politique, le gouvernement devrait reprendre langue avec la classe politique. La classe politique, à son tour aussi, devrait comprendre que aujourd'hui, le temps ne nous permet pas. Si l'on veut faire toutes ces réformes, j'ai dit, on va tout droit vers une prolongation. Si vous permettez, je reviens 2 mots en arrière sur l'exemple de la CENI de 1997 que M. Sango donnait tout à l'heure. C'est la CENI de Tapo. Il a bien fait de préciser que la CENI avait été mise en place. Lui, il était observateur du réseau d'appui, le réseau APEM à l'époque, si je ne m'abuse. La CENI a été mise en place en janvier. Elle a organisé les plus mauvaises élections de l'ère démocratique au Mali. La preuve, elles ont été annulées par la Cour constitutionnelle sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, l'élection présidentielle qu'ils ont organisée le 11 mai 1997, il n'y avait que 2 candidats. Toute l'opposition a boycotté cette élection parce qu'il n'y avait même pas de liste électorale. Et moi, je me rappelle encore, les listes électorales avaient été faites à la va-vite dans les vestibules des différents chefs de famille, des chefs de village, je veux dire, à la main quasiment, alors qu'on nous avait vendu à l'époque l'idée d'un fichier informatisé. Vous voyez, quand vous regardez autour de nous, aujourd'hui, un pays comme le Niger qui sort d'une élection, ou la Côte d'Ivoire qui a organisé une élection en fin d'année, a connu un début de crise post-électorale, et pourtant ces pays ont des commissions électorales indépendantes. Contrairement au Sénégal qui a un système d'organisation mixte, mais basé sur l'administration, le ministère de l'administration territoriale, qui n'a quasiment jamais connu de crise post-électorale et qui, au contraire, a réalisé des alternances pendant lesquelles le président sortant est battu. Mais est-ce que les partis politiques maliens jouent un franc enjeu dans l'organisation des prochaines élections? Bon, il serait pas bon de jeter l'anathème sur la classe politique. Moi, je pense qu'elle a une grande part de responsabilité dans, comment dirais-je, la non-fiabilité de notre processus électoral. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche à l'administration, mais qui est du fait de la classe politique. La fraude électorale, le manque de formation des délégués, le fait que des délégués rentrent à la maison à midi, ça, ce n'est pas forcément du fait de l'administration. Ça, c'est du fait de la classe politique qui reçoit pourtant un fonds, le financement public des partis, l'aide publique aux partis politiques, pour pouvoir former leurs militants. Mais si vous regardez de près, il n'y a aucun parti politique au Mali qui peut déployer 25 000 délégués dans tous les bureaux de vote. Il y a 25 000 bureaux de vote au Mali. Vous n'avez aucun parti politique qui peut déployer 25 000 délégués dans ces bureaux de vote. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut revoir comment amener, au lieu de laisser la main totalement libre à l'administration, comment impliquer les partis politiques. Il y a eu un effort parce que dorénavant, les assesseurs viennent de l'opposition et de la majorité, mais comment faire en sorte qu'à l'instar de la CENI et à l'instar de la Cour constitutionnelle, les délégués des partis politiques soient aussi pris en charge par l'État, de sorte que tous les partis politiques qui sont en compétition puissent envoyer des délégués qui vont être leurs représentants dans les différents bureaux de vote. Moi, je pense que ce sont ces genres de gages de transparence aujourd'hui vers lesquels il faudrait aller pour redonner confiance à la classe politique. Sinon, je l'ai dit, moi, je ne suis pas pour la prolongation de la transition. Vous l'avez dit tout à l'heure que le Conseil national de la transition a un grand rôle à jouer dans la relecture des textes législatifs après sa mise en place. Est-ce que vous sentez un engouement pour les élections au sein de cet organe? Bon,
Je ne peux pas juger tout de suite parce que quand on se réfère à la charte de la transition, le Conseil national de la transition doit suivre le gouvernement. Donc si le gouvernement a mission à organiser des élections crédibles et transparentes, le Conseil national de la transition doit s'investir à cela. Et aussi suivre aussi, il y a des lois, parce que comme la Cour constitutionnelle a reconnu que le CNT est l'organe législatif de la transition, donc il est habilité à prendre des lois aussi. Ça veut dire que toutes les tentatives de relecture de la Constitution, de la loi électorale, etc., le CNT est habilité à le faire. Donc je pense que le CNT doit agir, mais pas le CNT seulement. Il a parlé aussi, Dianka a parlé sur la classe politique au Mali. Je ne voudrais pas trop le dire, mais quand on voit toute l'aide que l'État accorde à la classe politique, de 2001 à 2018, il y a eu plus de 27 milliards de francs CFA de l'aide aux partis politiques, et cela n'a pas empêché 2 coups d'État en République du Mali, donc cela pose problème. En 2012, il y a eu coup d'État, en 2020, il y a eu coup d'État. Ça pose un problème par rapport aux partis politiques, et surtout que quand on se réfère à la charte des partis politiques, il est clairement dit que tout parti politique qui appuie un coup d'État ou bien qui incite à faire un coup d'État doit être dissous, et puis ses leaders doivent être emprisonnés, jugés et condamnés. Donc ça pose un problème par rapport aux partis politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, là où on est, depuis janvier, les partis politiques, avec le rencontre avec le ministère de l'administration territoriale, nous avons salué le courage des partis politiques qui ont dit non. Au vu de tout ce que nous avons vécu ces dernières années, nous ne voulons plus que le ministère de l'administration territoriale organise les élections. Et c'est de bonne foi. C'est de bonne foi parce que tant que c'est le ministère de l'administration qui organise les élections, il y aura toujours une crise post-électorale et à la fin de la transition, il y aura encore un autre coup d'État. Donc dire qu'on n'a pas le temps, nous ne sommes pas de cet avis. Nous pensons qu'on a suffisamment de temps. Il reste 13 mois. En 10 mois, on peut faire toutes les relectures nécessaires. Et l'effort qu'on va consacrer à une nouvelle constitution, cet effort peut être consacré seulement à la relecture de la constitution et à la relecture de la Constitution, à la relecture de certains textes qui posent problème, et puis on va à des élections. Maintenant, le gouvernement éligible qui sera là va voir s'il faut aller à une 4e République ou pas, parce que c'est la question qui est posée. Est-ce qu'on doit rester dans la 3e République ou bien aller à une 4e République? Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'aller à une 4e République. Même si on fait toutes les relectures, pour aller à une 4e République, on va être obligé de prolonger la transition. Pour ne pas prolonger la transition, il y a des relectures nécessaires de la Constitution, de la loi électorale, la loi organique, la charte des partis politiques. Et ça, c'est des relectures. Aujourd'hui, on veut, par exemple, la classe politique et la société civile veulent un organe unique de gestion des élections qui va organiser tout le processus électoral, qui va s'occuper du fichier électoral, qui va s'occuper de la liste électorale, qui va s'occuper de l'organisation pratique matérielle des élections et qui va s'occuper du suivi de la supervision. C'est-à-dire toutes les attributions qui sont au niveau du ministère de l'administration territoriale, les attributions qui sont au niveau de la CENI, les attributions qui sont au niveau de la DG seront transférées à cet organe unique et indépendant. Et cet organe électoral, on sait qu'il y a un moment donné, la révision des listes électorales est arrêtée. Où en est-on? Mais ce qui pose le problème, techniquement, si on veut organiser les élections en 2021, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de fichier électoral. Le fichier électoral doit être le fichier de la veille de l'année d'avant. Et en 2020, il n'y a pas eu de révision de liste électorale, parce que les administrateurs civils étaient en grève, et il n'y a aucune révision du fichier électoral, donc on n'a pas le fichier électoral. Si aujourd'hui, en 2021, on veut aller à des élections, comme le ministère l'avait dit dans son premier chronogramme, en juin, ça veut dire qu'on va se baser sur le fichier électoral de 2019. Or, 2020, le fichier électoral devrait être toiletté et tout, ça n'a pas été fait, parce que les administrateurs civils étaient en grève. Donc ça, c'est la question. C'est pourquoi on dit qu'il faut un organe unique qui va s'occuper de toutes ces questions, que ce soit la question des listes électorales, la question du fichier électoral. Et on ne voit pas du néant. Il y a déjà l'existant, et à partir de l'existant, de la DG, du ministère, de la CENI, on va construire quelque chose qui est accepté. Parce que le problème des élections, de l'acceptation ou non des résultats, c'est le consensus. Quand toutes les parties prenantes se font confiance, on peut arriver à de bonnes choses. Mais quand les gens sont méfiants dans un système, même si vous appliquez ce système, les gens seront toujours méfiants et déjà ça prépare le terrain à la crise post-électorale. De nouvelles régions ont été créées. Sur quelle base peut-on tenir compte de l'ère électorale? Là aussi, c'est une question importante parce qu'en République du Mali, on a lié le découpage territorial au découpage électoral. Il n'y a jamais eu à proprement parler de découpage électoral différent des découpages territoriaux. Quand on se réfère à l'élection des députés, on dit que les députés sont élus suivant les cercles ou bien les 6 communes du district de Bongo. Or, aujourd'hui, il y a 19 régions administratives qui ont été créées. Avant, c'était 8 régions. Et quand on a ajouté Menaka et Tombouctou, c'était 10 régions. Mais aujourd'hui, il y a 19 régions. Et les régions de Kita, les régions de Bougouni, de Koutiala sont des nouvelles régions, mais qui ne connaissent pas leur cercle. Donc, les différents cercles des nouvelles régions
régions n'ont pas été faites. Donc c'est ça, à notre sens, le travail du ministère de l'administration territoriale, qui doit s'occuper du découpage territorial. Maintenant, le découpage électoral qui doit ressortir du découpage territorial doit être fait par l'organe unique de gestion des élections qui doit être mis en place. Parce que ce n'est pas forcément lié. Aujourd'hui, si on veut aller aux élections, on ira sur la base des 49 cercles qui existaient, plus les 11 nouveaux cercles du Nord, des régions de Taoudeni, Menaka, Gao et Kidal. Et ça fait 60 cercles, plus les 6 communes du district de Bamako, ça fait 66 localités. 60 cercles plus 6 communes du district de Bamako, ça fait 66. Mais si on doit poursuivre le découpage territorial, et là, il faut aller aussi à un nouveau découpage électoral. Et ce travail aussi doit se faire avant les prochaines élections. Monsieur Diakan, le ministère de l'administration territoriale avait annoncé en janvier dernier une révision exceptionnelle des listes électorales. Savez-vous où en est-on? Non, en fait, il y avait une campagne d'inscription des nouveaux majeurs sur les listes électorales. En fait, ceux qui atteignaient en 2021 et ceux qui ont atteint 18 ans en 2020 mais qui n'ont pas pu s'inscrire parce que essentiellement à cause de la grève des administrateurs civils pendant la période de la révision ordinaire entre octobre et décembre 2020. Donc, il y avait cette campagne-là en cours. Mais force est de constater que, voilà, c'est une campagne qui n'a pas connu un engouement, comment dirais-je, prononcé, un fort engouement, malheureusement, parce que la campagne de communication autour, comment dirais-je, n'a pas permis au maximum de personnes d'aller s'inscrire. Mais parlant de liste électorale, parlant de fichier électoral, moi je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un combat mené par la classe politique, c'est bien ce fichier électoral. Nous avons un fichier électoral, une loi électorale qui fait une inscription automatique. Dès qu'un Malien a 18 ans, automatiquement, il est mis sur le fichier électoral. Et généralement, quand je vois les opérations de révision ordinaire ou de révision exceptionnelle, vous voyez, après, il y a une liste des radiations, des listes de validation, des listes de radiation pour les personnes qui ont plus de 100 ans. Ça veut dire que le fichier d'état civil que nous avons n'est pas suffisamment fiable pour tirer le fichier électoral. Il y a un problème. Il a bien été audité par la francophonie, l'OIF, en 2018, pour nous donner 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs, un peu plus de 8 millions d'électeurs, sur lesquels quasiment 3 millions ne votent jamais. Plus de 3 millions ne votent jamais. Est-ce que vous voyez, vous avez 3 millions de votants tout au plus, vous avez un réservoir de plus de 4 millions d'électeurs qui est là, y compris des réfugiés qui sont dans des pays voisins, mais à la fin du vote qui sont comptabilisés pour le candidat soutenu par les pouvoirs. Parce que nous avons un réservoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là où on doit mettre le curseur, c'est d'aller vers l'inscription volontaire. Moi, je pense que... Oui, et Sango l'avait dit tout à l'heure, sans une révision des listes électorales, peut-on parler d'une liste électorale fiable? Non, pas du tout. J'ai dit mieux, pour avoir des élections fiables aujourd'hui au Mali, il faudrait plutôt une inscription volontaire sur un nouveau fichier. Carrément, il faudrait faire un nouveau fichier. Nous avons une base de données. Mais est-ce que le temps permet à ce qu'on aille à ce stade-là? En 3 mois, on peut faire le fichier électoral. La révision ordinaire, déjà, c'est 3 mois. C'est chaque année, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Donc, nous avons le temps, on est en février 2021, nous avons le temps de lancer une opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Sinon, l'inscription pour faire le nouveau fichier, mais sur la base du volontariat, avec une identification biométrique, avec un enrôlement biométrique, je vais dire, des électeurs, de sorte à réduire cette marche flottante d'électeurs que nous avons et qui ne sert qu'à organiser des opérations de bourrage au centre et au nord du pays. Mais pour cette révision, les partis politiques ont un grand rôle dans la composition de commissions administratives. Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Sur ce plan, pratiquement rien de concret n'est fait aujourd'hui. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais au niveau du ministère de l'administration territoriale, je pense qu'ils avaient planifié une opération exceptionnelle de 15 jours pour la révision. Moi, je parle de réflexion de la reprise du fichier électoral. Je ne parle pas de révision parce que le fichier électoral que nous avons actuellement, à mes yeux, n'est pas fiable. Moi, je pense qu'il faut faire carrément un nouveau fichier sur la base de l'inscription volontaire.
Est-ce que le fichier n'est pas fiable, selon vous? Le fichier n'est pas du tout fiable. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut un organe unique de gestion des élections. Parce que aujourd'hui, comment le fichier est confectionné? C'est le fichier extrait à partir du recensement à vocation d'état civil. Donc c'est le ministère de l'administration territoriale qui a la primauté des fichiers d'état civil à la République du Mali. Et c'est à travers le centre de traitement des données de l'état civil qui confectionne les fichiers d'état civil pour tous les Maliens. L'organe unique qui n'a pas été encore mis en place, est-ce que ça permettra de faire ce fichier? Absolument, parce qu'aujourd'hui, le fichier, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, le fichier électoral est tenu par la délégation générale aux élections. Et à ce moment, on a dit qu'on donne ça à la délégation générale aux élections, parce que la délégation générale aux élections, c'est uniquement des militaires. Il n'y a pas de civils là-bas. Donc, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas civils, c'est des militaires. Ils sont là uniquement pour le fichier électoral. Mais le problème qui se pose, c'est que le CTDEC, le centre de traitement des données de l'état civil, qui appartient au ministère de l'administration territoriale, c'est lui qui extrait les gens qui sont en âge de voter et qui envoie ça à la délégation générale aux élections. Et c'est la délégation générale aux élections, de concert avec les commissions administratives, les partis politiques qui font les fichiers électoraux. Mais chaque fois qu'il radie les personnes qui sont décédées, le ministère de l'administration territoriale refuse d'accéder à cette demande parce qu'ils disent tant qu'il n'y a pas un acte de décès, on ne peut pas radier une personne. Or, dans les villages, on sait, les gens sont ici décèdent seulement, on va les enterrer sans attendre de papier. Alors que le CTDEC dit tant qu'il n'y a pas de papier, on ne peut pas radier les gens. Donc ça fait partie des causes pour lesquelles chaque année, les morts reviennent dans le fichier électoral. Et cela n'est pas résolu. Mais je voudrais dire que depuis 2013 jusqu'à présent, le fichier électoral, ce n'est pas automatique. Quand vous avez 18 ans, tant que vous n'avez pas fait le RAVEC, ce qu'on appelle le RAVEC, l'enrôlement biométrique, c'est-à-dire avec vos doigts et avec votre photographie, vous n'êtes pas dans le fichier électoral. Et c'est ce qui pose problème. Parce qu'il y a plein de 5 millions de jeunes qui sont là, qui ont l'âge de voter, qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas été enrôlés dans le RAVEC. Et tant qu'on n'est pas enrôlé dans le RAVEC, on ne peut pas devenir électeur. Donc c'est un problème qui est là et des tiraillements entre la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale qui ne peut pas être résolu. Alors que si un seul organe est dédié au fichier électoral, uniquement au fichier électoral, on pense que le Mali aura un fichier électoral fiable pour des élections propres au Mali. Lors de votre dernier passage ici sur le plateau de Studio Tamani, vous avez dit que la CENI doit faire des réformes. Maintenant qu'elle est dissoute, est-ce que sa dissolution aura un impact sur l'organisation des prochaines élections? Bon, la CENI n'est pas dissoute. Pour nous, c'est les membres de la CENI dont le mandat a pris fin depuis juillet 2020. C'est maintenant qu'on a notifié que le mandat a pris fin. Sinon, normalement, le mandat après les 3 mois des élections générales, le mandat de la CENI a pris fin. La CENI, les membres de la CENI qui étaient là ont été installés en 2017 et leur mandat avait pris fin en 2018 après l'élection présidentielle, comme ils ont reporté sine die les élections législatives. Mais ces mêmes membres ont continué jusqu'en 2020. Maintenant, 2020, il y a eu les élections législatives. 3 mois après les élections législatives, normalement, le mandat prend fin. Aujourd'hui, si on est dans l'optique de continuer avec les anciennes structures qui sont dans les élections, la CENI, le ministère et la DG, on sera obligé de nommer d'autres membres au niveau de la CENI. Alors, si ces élections ne se tiennent pas à la date indiquée, à quoi faut-il s'attendre? À beaucoup de choses, il faut attendre à beaucoup de choses. D'abord, on espère que cela ne se fera pas parce que la charte de la transition a bien dit que la transition a une durée de 18 mois. On a consommé 5 mois, il reste 13 mois. Il est encore temps de voir qu'est-ce qui est essentiel pour que, à l'issue de 18 mois, le Mali soit doté d'institutions légitimes, élues et légitimes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des institutions légitimes, on a des institutions qui sont là, mais qui ne sont pas légitimes. Donc, c'est à ça que doit s'atteler le gouvernement de transition. Mahamadou, à quoi faut-il s'attendre si les élections n'auront pas lieu à la date indiquée? Eh bien, à une prolongation de la transition. Et cela vous inquiète? Encore une fois, tout est question de consensus. Pour moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Si dans un esprit de consensus, de concertation, la classe politique, le gouvernement, la société civile se mettent d'accord sur un scénario, genre on fait les réformes à minima, on fait les élections, on respecte les délais. Ou non, on ne peut pas respecter le délai. On demande à nos amis de la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, de nous accorder un délai supplémentaire. Dans ce cas, peut-on parler d'un vide constitutionnel?
Mais on ne pourra pas parler de vide constitutionnel parce que la charte a prévu des mécanismes de révision en son sein qui nous permettent de régler d'un point de vue juridique ces questions-là, de sorte à ne pas connaître de rupture institutionnelle dans notre pays. En 30 secondes, les défis sont énormes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller dans une élection apaisée? 3 choses. L'inscription volontaire, la formation des délégués des partis politiques et la réduction des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. En 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour aller... Dans d'autres sens, mettre en place un organe unique de gestion des élections qui va s'occuper de tout le processus électoral. Merci. Ainsi prend enfin ce débat dont le thème portait sur l'organisation des futures élections. Quelle analyse du processus? Et nous étions avec Dr Ibrahima Songo de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Mahamadou Djaka, membre du Front de la Sauvegarde. Je suis Imrana Kilo Maïga, à la mise en onde Salim Djouara, régie vidéo Mahamadou Ouattara. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.